Merci de la confiance et fidélité accordée à ces magazines Semel Chevroux, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, dernier numéro de la semaine de votre émission. Je laisse comme ça la primeur à Madame Tania qui m'accompagne à la co-présentation de pouvoir nous présenter ce que sera justement le sujet rythmique pour cette émission. Aussi qu'elle puisse nous présenter notre invité d'aujourd'hui. Question de débuter ce magazine. Je ne sais pas. Excellent début du week-end à tous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine Semel chez vous qui va essentiellement revenir pour cette fois-ci sur les questions d'actualité, parmi lesquelles le discours du cardinal Ambongo qui défraie encore la chronique. Selon le chef de l'église catholique, le Congolais se rebelle en raison, je cite, de gestes posés par le gouvernement qui fragilisent la communion nationale et exclut certains de la jouissance de richesse du pays. De propos que le gouvernement à son tour désapprouve. Alors, est-ce que les propos du cardinal sont en train de légitimer la rébellion? C'est la question qu'on se pose. Nous allons réfléchir sur cette question. En second lieu, quels sont pour cette fois-ci le défi majeur pour la nouvelle chef du gouvernement congolais, Judith Tuluka, Premier ministre de la République démocratique du Congo pour le 4 ans à venir? Aussi, quelle serait, messieurs, dames, la priorité pour son gouvernement? Et donc, toutes ces questions seront réfléchies et débattues sur ces plateaux de votre magazine Semel chez vous avec justement monsieur Eli Mondonga qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Monsieur Eli, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de l'invitation. J'ai le plaisir d'être en face de vous deux. Très bien. Alors, je rappelle que monsieur Eli est notre confrère, ce qui veut dire qu'il est d'abord journaliste et responsable de la chaîne de télévision Eco Télévision. C'est avec lui que nous allons échanger durant 45 minutes. Et donc, je ne l'ai pas salué. Il a eu la primeur de commencer cette émission. Je le salue pour ce moment. Monsieur Nathan, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci. J'ai toujours été très heureux de pouvoir t'accompagner à la compréhension de cette émission. Bonjour à monsieur Eli Mondonga. Bonjour. Également aux Congolais qui nous suivent de partout, surtout la diaspora. J'aime bien le saluer parce que je sais combien il nous encourage dans ce que nous faisons comme travail. Très bien. Alors, ça sera justement des analyses autour de questions d'actualité. Je le dis, Monsieur Eli, je reviens à vous pour commencer justement cette émission. Vous avez suivi avec nous le propos qu'a tenu le cardinal Ambongo. C'était le dimanche pascal. Il a dit que le Congolais serait en train de se rébeller justement parce que le geste que pose le gouvernement congolais le frustre. Tout d'abord, avant d'entrer dans le détail, votre lecture sur ces propos. J'ai suivi effectivement, un peu comme tout le monde, la prise de parole du chef de l'Église catholique, que je trouve légitime dans son rôle social de l'Église, c'est-à-dire qu'il est dans son droit des pensées. C'est vrai, ce qui se passe est condamnable. Prendre les armes contre la République, nous le condamnons tous. Mais cela n'exclut pas la possibilité en tant que société d'y réfléchir, ça veut dire d'en donner des raisons. Et je pense que le responsable de l'Église catholique est dans cette démarche-là, d'essayer de s'expliquer pour lui, peut-être les raisons qui pousseraient les dignes fils de la République de se rebeller contre la République. Il peut avoir raison, comme il peut avoir tort, et c'est là-dessus qu'il peut y avoir débat. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Je ne pense pas que la République doit s'effléchir aux émotions des individus, de ces sujets. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut plus se poser la question de ce qu'on fait pour le pays que ce que le pays fait pour soi. Je lui donne pas totalement raison dans cet avis-là, mais je ne condamne pas l'acte la démarche de raisonnement qu'il a. Parce que moi aussi, j'ai des raisons. Je me pose des questions. Pourquoi ça s'est fait? Je donne des raisons. Le fait de dire quelque chose ou de réfléchir à cette question ne fait pas de lui responsable de ce qui se passe. Ne fait pas de lui non plus, voilà, ne fait pas de lui non plus accompagnateur. C'est là où, c'est à ce niveau-là aussi que je me dissocie un peu de la réplique gouvernementale. Mais vous savez, le gouvernement, c'est d'abord politique. Ils sont un peu dans le politicard. C'est de la communication politique, et sur quoi ça a été fait par le ministre de la Communication.
Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que c'est parti dans le sens d'invectiver un peu le chef de l'Église qui représente énormément des Congolais qui ont foi à cette confession religieuse-là. Moi, je pense que le cardinal a tout bonnement raison de réfléchir, mais je ne partage pas son avis parce que je pense pas que si on est frustré, on va aller prendre les armes pour tuer ses propres frères. Ça ne se fait pas dans un État responsable. Alors, selon vous, ce sont des propos qui ne légitiment pas du tout la rébellion de compatriotes? Non, pas du tout. C'est un Congolais, il est dans la liberté de réfléchir. Vous savez, ce n'est pas parce que, je vous fais rire, hein, c'est pas parce que vous trouvez votre compagne ou votre compagnon dans l'infidélité que vous êtes interdit de réfléchir. C'est-à-dire que ce qui se passe est condamnable, premièrement, je suis d'accord, tout le monde le condamne, mais il faut trouver les raisons qui poussent des Congolais à aller dans cette démarche-là, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Que les Congolais prennent les armes contre la République, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous rappellerai l'arrivée de l'AFDEL, c'était des Congolais. Je vous rappellerai l'arrivée du RCD-MLC, c'était des Congolais. Donc il faut à un moment donné, froidement, donner des raisons, poser un diagnostic à cette problématique-là pour que dans le futur, cela n'arrive pas comme ça se répète déjà. Des fois, c'est trop. Alors, Monsieur Elie, vous pensez que le gouvernement, pour son compte, ne devrait pas répliquer, devrait faire fi justement de propos du cardinal Ambongo, ou seulement si le gouvernement devrait répliquer à ce propos, il devrait le faire autrement? Il devrait le faire autrement parce que la réplique du gouvernement, j'ai suivi, je pense que les porte-parole du gouvernement fait un procès d'intention dans le sens où il veut nous faire croire que quand on pense, on est responsable de l'acte. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut penser, on peut faire de prédictions parce qu'il a fait allusion aux propos de, je crois, de Monseigneur Abbé Chollet, qui disait à l'époque qu'il fallait un courageux. Je pense que l'avoir dit parce qu'il l'a compris ne fait pas de lui non plus responsable. Donc ça va un peu dans le sens d'interdire la liberté de réflexion qui est un droit garanti dans la République par la Constitution de surcroît. Je pense que la République du gouvernement aurait dû être autrement, surtout en ce moment où le gouvernement est responsable. En ce moment où il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup moins d'union nationale, le gouvernement doit faire attention à tout ce qui dit. Vous voyez comment la scène politique est assez sulfurée comme ça par des propos qui divisent, qui infligent. Je pense que le gouvernement ne devrait pas jouer ces jeux-là un peu politicards pour mettre de l'huile dans le feu. Et je crois que tout le monde est libre. Voilà. Dans la réflexion, on peut se contredire. Le cardinal, ce n'est pas un dieu, ni un petit dieu. On peut le contredire dans la réflexion, mais n'est pas l'invectiver parce que je trouve ça un peu moins élégant d'invectiver un cardinal. Ok, tout le monde est libre de réfléchir, vous avez raison, c'est ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Mais s'il faut analyser d'abord le propos du cardinal, quand il dit que les Congolais sont frustrés, raison pour laquelle ils prennent les armes, est-ce que vous pensez que les Congolais sont en soi frustrés dans leur pays? Oui, mais le Congolais est frustré tout le temps. Vous n'avez qu'à regarder la situation socio-économique. Les Congolais, c'est un citoyen frustré. Ça ne commence pas aujourd'hui. On peut remonter à l'histoire de la naissance de notre géographie actuelle, de nos frontières actuelles. Nous sommes des gens frustrés. 12 millions de morts et des mains coupées, c'est de la frustration. Aujourd'hui, 10 millions de morts à l'Est, c'est de la frustration. 500 000 femmes violées, c'est de la frustration. Nous sommes tout le temps frustrés. Mais les frustrations ne peuvent pas être des raisons pour que nous nous attaquons à la République. Maintenant, vous imaginez que tous les frustrés de la République vont faire de la rébellion, mais nous n'existerons plus. Parce que moi qui vous parle également, je prendrai les armes puisque je suis frustré. Vous, peut-être bien, vous prendrez les armes parce que vous êtes frustré. Mais c'est là, pourquoi est-ce que le cardinal dit cela? Parce que moi, je ne suis pas dans le jeu de dire qui a tort, qui a raison. J'essaie de comprendre les propos. Quand le cardinal dit ça, c'est peut-être un fait politique. Peut-être que c'est ce que les gens, ceux qui sont partis, disent. Mais ça traduit quoi? Ça traduit ce que j'arrête jamais de dire, que nous ne nous sommes pas encore constitués en une nation. Parce qu'une nation, c'est des gens qui ont un passé commun, un présent partagé et un avenir voulu. Quand on a un avenir voulu, on ne s'attaque pas. Une nation, c'est comparable à une famille. Ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes, mais la seule façon de régler les problèmes dans une famille, c'est de discuter. Et quand, dans une famille, les gens sont capables de se taper dessus, il faut poser des questions, des liens de ces familles-là. De cette famille-là, pardon.
Et nous en sommes là aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois. En 1997, les Congolais ont pris les armes contre la dictature. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un effet boomerang de ce qui s'est passé en 1997. Donc nous sommes en train de revivre l'histoire quasiment dans le même contexte. Et nous devons nous poser la question, comme je disais, de l'efficacité de notre nation, de l'efficacité de notre amour, de notre patriotisme, pour que nous restions unis quoi qu'il arrive. Alors, monsieur Elie, vous avez dit sur ce plateau que tout le monde est frustré au regard de la situation socio-économique, la situation sécuritaire du pays, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est justement la résultante justement la conséquence de la mauvaise gestion de Kabila? Parce que Félix Tshisekedi est dans son deuxième mandat, il a fait le premier mandat et c'est le second mandat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement la conséquence de la mauvaise gestion du régime Kabila qui fait en sorte que nous puissions vivre, en tout cas, de frustration dans notre pays? Vous savez, moi j'aime pas beaucoup le débat en termes de comparaison, de gestion de régime et compagnie. Je pense que le débat du bilan en République démocratique du Congo n'est pas sincèrement fait, intellectuellement. Et les politiques nous embrouillent beaucoup dans la propagande. Quand il faut faire le bilan des Kabila, il faut se placer dans le contexte. C'est-à-dire qu'il prend quel type de pays, à quel moment. Quand il faut faire le bilan de Tshisekedi, il faut se placer également dans le contexte. Moi, je pense que le Congo est mégéré depuis le début. Pourquoi je dis ça? Depuis le début, ça veut dire après l'indépendance. Depuis 60. Voilà. Je pense que chaque génération loupe sa mission. Dans le sens où, moi, je pense, au regard de l'histoire, que les projets politiques congolais, depuis l'indépendance, devrait être celui de faire de ces pays d'abord une nation, ensuite un État puissant. Et ça, il n'y a aucun régime qui l'a fait. Vous allez vous rendre compte que aussitôt on est dans l'indépendance, on acquiert la souveraineté internationale, aussitôt on rentre dans de guerres politiques. Donc le Congo n'est encore ni une nation, mais encore un État? Non, pas du tout. Dans une nation, il y a des éléments de la nation. Dans une nation, on ne retrouve pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Dans une nation, on retrouve une volonté de vivre ensemble. Dans une nation, on retrouve une forme d'union nationale, de roman national. Nous n'avons pas ça. Comment est-ce qu'on s'identifie comme Congolais? Moi, je pose la question aujourd'hui. Sur quoi repose la congolité? Qu'est-ce qui fait de vous Congolais? Qu'est-ce qui fait de moi Congolais? Parce qu'entre nous, d'ailleurs, on s'identifie comme des ressortissants des espaces linguistiques. Donc, on n'est pas encore une nation. Moins encore un État puissant. Parce que quand vous regardez... Un État, oui, mais pas puissant. Oui, mais je pense qu'on est un État. Parce que quand vous regardez les éléments de l'État, constitutifs de l'État, on est un État. Mais on n'est pas un État puissant. Parce que quand vous regardez, quand vous revenez, vous lisez les travaux préparatoires surtout de la conférence de Berlin, vous allez vous rendre compte que le Congo est le premier pays en termes de la révolution qui arrivait, c'est-à-dire la révolution capitaliste, où on a établi la liberté de commerce, le libre-échangisme commercial. Ça veut dire qu'on a été construit dans la seule hypothèse d'être une puissance. C'est dans les seules conditions d'existence du Congo. Si nous ne construisons pas une puissance, un État puissant, on ne peut pas exister. On est appelé à disparaître. Regardez ce qui s'est passé entre les années 1860 et 1885. Vous allez vous rendre compte qu'on créait un État pendant que tous les autres États africains étaient colonisés. Nous étions indépendants. Parce qu'on représentait une puissance. Et on a signé l'acte de Berlin au même titre que les autres puissances. Vous comprenez? Et quand on ne se rend pas compte, comme toutes les générations politiques qui sont passées, qu'on doit construire un État puissant, moi je pense que le Congo est dans une éternelle mégestion. Et dans ça, effectivement, on peut faire le procès de chaque régime. Alors, monsieur Elie, je vous ai posé la question de savoir si c'est que nous vivons aujourd'hui la conséquence de la mégestion du pouvoir de Kabila. Vous avez ici évoqué le contexte. Vous avez dit qu'il faudrait contextualiser, savoir quand est-ce que Joseph Kabila a eu le pouvoir, est allé à la tête de ce pays. Et lorsque Tshisekedi également a pris le pouvoir, c'est vrai. Mais Joseph Kabila, en 18 ans,
c'est vrai, il a pris cet État qui était justement quasi inexistant, mais en 18 ans, est-ce qu'il ne pouvait pas nous laisser justement un pays digne après 18 ans de gestion? Il a laissé un pays digne. C'est lorsqu'il pensait. Il a laissé un pays réunifié, il a laissé une constitution, il a laissé les institutions. Pour lui, en tout cas dans ces contextes-là, c'est le travail qu'il a fait. Vous comprenez? C'est le travail qu'il a fait. Mais est-ce qu'en 18 ans, on pouvait justement parler de ça comme travail? 18 ans de gestion. Mais 18 ans dans la vie d'une nation, c'est très peu. Hein. 18 ans, c'est excessivement peu. Les vieilles nations sont millénaires. Ça veut dire que si on veut parler de l'histoire, je prends une nation comme la nation française, on peut remonter jusque, je sais pas moi, au 9e ou 8e siècle. Ça existait. En 18 ans, la Constitution, les institutions, c'est un travail remarquable. Quoique je ne rentre pas, moi je me dis que ce n'était pas ça la priorité. Je ne rentre pas, je ne m'identifie pas dans ces projets politiques-là. Je pense qu'on ne devrait pas faire ça parce que ça n'a rien résolu. 18 ans après ou vingtaine d'années après, qu'on a une constitution, qu'on a des institutions, voilà qu'on a encore de rébellions menées par des fils de la République. Ça veut dire que le problème pour lequel l'AFDEL est venu n'a pas été résolu. L'AFDEL est venu parce qu'elle considérait à un moment donné qu'on n'avait pas de république. Et vous considérez vraiment que dans une république, les gens peuvent se rebeller? Donc on n'a toujours pas de république. On n'a toujours pas d'État. On n'a toujours pas de nation. Quand vous lisez la Constitution, l'un des éléments moteurs de la Constitution, c'est la légitimité politique, qu'on n'a toujours pas. Toutes les élections sont contestées. Donc vous comprenez que cette démarche politique n'a pas résolu le problème. Et c'est comme ça que je dis que le Congo est dans une éternelle mégestion. Donc on ne fait pas un bon diagnostic et on ne sait pas administrer un bon traitement. Et moi je pense que mon diagnostic à moi, c'est celui de la nation et de l'État et de la puissance. Ça veut dire que si on arrive à être une nation, ça veut dire, nation, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça veut dire, on est autour d'une langue, on est autour d'une culture à la limite commune, on est autour d'un roman, d'un récit national. Ça veut dire qu'on crée un passé héroïque, on crée un présent apaisé, un futur des grandeurs. On est autour de ça, toutes les ethnies et les tribus autour de ça, et ensuite autour d'un programme ou d'un projet politique des puissances. Qu'est-ce que c'est la puissance? Avoir la capacité militaire, avoir la capacité, le soft power, ça veut dire la capacité d'influencer culturellement les autres, avoir la capacité industrielle. C'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on rentre dans une forme de gestion, ça c'est mon avis, hein, dans une gestion où on peut commencer à critiquer les acteurs politiques. Mais si on est là parce qu'on doit venir construire des routes, organiser les élections, je sais pas moi, changer des constitutions et tout ça, on est en train de se tromper de mission. Alors, et ça nous fait passer du temps. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Congolais soit plus exigeant envers le pouvoir de Tshisekedi, M. Eli? Le Congolais a toujours été exigeant face à tout le pouvoir. Non, mais envers Tshisekedi, on constate que cette dose encore a augmenté, justement. Envers Kabila, c'était pire. Moi, je me rappelle, quand je regardais la télé, à un moment donné, même moi, j'étais arrivé à croire que Kabila, c'était un monstre. C'était pire. Et je pense que c'est un peu notre rôle de médias aussi. Hein. Ça nous donne un peu de l'emploi. Excusez-moi de le dire, hein. On aime bien ces récits-là de la critique, mais très rarement dans nos médias, on met en exergue ou en valeur de réflexions profondes. Tous les régimes sont hyper critiqués. Quand vous regardez les programmes médiatiques, franchement, tous les régimes sont hyper critiqués. Avec Tshisekedi, on constate cette exigence, en tout cas de la part de Congolais, surtout de politiques, surtout ceux qui sont frustrés, ils vont à la rébellion. Mais on constate en tout cas que les gens très exigeants. Non, parlons un peu de la rébellion. Les gens ne vont pas en rébellion par rapport à Tshisekedi, non, détrompons. Non, mais surtout le politique, parce qu'on aurait appris, entre guillemets, il s'agirait ici de problèmes de carré minier qui ont justement fait en sorte que certains politiques puissent se rébeller. Ça c'est au niveau de l'échelle individuelle. Vous savez, au niveau de l'échelle individuelle, chacun a ses raisons. Mais on ne peut pas analyser cette problématique individuellement. Non. Il faut l'analyser de manière générale. Il faut globaliser pour pouvoir la comprendre. En 97, quand les gens ont pris les armes, c'était pas
Pardon, c'était pas Tshisekedi. Hein. Ça veut dire que la rébellion aujourd'hui, il faut comprendre que c'est pour des raisons de géopolitique interne, mais surtout pour des raisons de géopolitique externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'étais en train de vous dire, comme nous avons une vocation de puissance, il faut savoir que nous sommes le moteur du monde et on a beaucoup d'intérêts en termes de géopolitique internationale. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un grand changement au niveau mondial, nous, on est sollicités. Soit, généralement, on est victime. Soit parce qu'on doit donner en termes de matières premières. Rappelez-vous que comme Mobutu faisait le coup d'État, on rentrait à la guerre froide. Quand Laurent Désiré Kabila prenait Kinshasa, on sortait de la guerre froide. Et aujourd'hui, Nanga fait AFC, on rentre dans un monde multilatéral. Ça veut dire que les États-Unis en guerre quasiment contre l'Europe, qu'il veut remplacer en Afrique, parce qu'il est en train de conquérir des espaces africains pour des besoins de contrôle de l'or et des lithium. Et c'est en ce moment-là que nous avons une rébellion. Donc ça dépasse la personne de Tshisekedi, excusez-moi. Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais ça le dépasse. C'est-à-dire que les Congolais, pour des raisons peut-être personnelles, sont en train de jouer une carte qui est beaucoup plus profonde que nous n'arrivons pas à comprendre et à déceler. Et moi, je suis un peu offusqué et triste en même moment que nous n'arrivons pas toujours, surtout dans l'espace médiatique, à avoir des débats sérieux pour essayer de comprendre d'où nous viennent les rébellions, les conflits et compagnie. On se réduit à vouloir dire « Ah oui, mais c'est... » Bon, disons que c'est de la faute de Tshisekedi. Ça change quoi? Kabila était là hier, 2012, le M23 existait, c'était de la faute de Kabila. Tshisekedi aujourd'hui, l'AFC existe, c'est la faute de Tshisekedi. Ça veut dire que M. Nathan sera là demain, un autre mouvement existera, ça sera de votre faute. Donc on va continuer comme ça à dire c'est de la faute de tel, mais les mouvements ne s'arrêtent pas. Non, il faut creuser, comprendre les causes profondes. Et moi je suis très ouvert à faire ces débats-là avec vous, qu'on essaye de comprendre justement pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un grand changement au niveau de la géopolitique internationale, le Congo vit un moment de crise et vit un moment sombre de son histoire. Je vous ai donné 3 dates illustratives. En 1965, Mobutu fait un coup d'État, justement parce qu'on voulait que le Congo soit dans les camps du capitalisme. On rentrait dans la guerre froide. En 1997, Laurent Désiré Kabila arrive. C'était la chute des murs de Berlin, les années démocratisation de l'Afrique, les conférences nationales souveraines. Il arrive parce qu'on ne voulait plus de Kabila, de Mobutu, qui était devenu un dictateur gênant. Il fallait partir. Pourquoi? Ça nous a conduit en 2003, où on a signé tous les accords que vous connaissez. Tous les accords miniers, les libéralisations, tout ce qui constitue notre arsenal juridique aujourd'hui a été fait à Sun City. Et aujourd'hui que nous sommes là, où le BRICS existe, où entre l'Occident et les BRICS, on est en train de se disputer l'Afrique, on a Nanga qui arrive, qui est un ancien président de la CENI, à qui on donne des armes. Il va faire une conférence au Kenya. On sait dans quel camp se trouve le Kenya. Il est accompagné par le Rwanda et l'Ouganda qui n'arrête pas de jouer les troubles faits depuis les années 90. Donc, tout ça, il faut qu'on comprenne que c'est quand même un projet dans lequel nous sommes très petits. C'est au-delà de nous. Et moi, je pose la question, pourquoi est-ce que Nanga avance? Pourquoi est-ce que l'armée régulière congolaise ne se bat pas? Tout ça, il faut se poser des questions. Il faut dépasser le stade politique. Alors, Monsieur Elie, vous venez là de brosser justement le tableau de raisons en fait qui font à ce que le Congo ne soit pas encore une vraie nation. Alors, parce que vous avez aussi parlé de Nanga, quels sont aujourd'hui ou quels seraient les enjeux géopolitiques pour la RDC du moment où on n'est plus dans un contexte où le conflit se résume au niveau extérieur. Mais là, on a le DINFI qui se prépare à prendre les armes aussi contre le pays, contre la République. Au niveau de la géopolitique nationale, ça a toujours été la question de l'ethnie. Ça veut dire ça a toujours été la question de l'unité nationale. Quand on revient au conflit de 97, vous allez voir qu'à l'avant-plan, on vous dit que c'est la communauté Banyarwanda qui serait discriminée. Ils réclament le rétablissement de leur nationalité, la fin de la discrimination. Pardon, ça a toujours été ces questions-là.
Vous allez en Ituri, on va vous parler du conflit Ema-Lendu, et quand vous regardez aujourd'hui les discours de Nanga, ça se résume à ça en fait. Ça se résume à oui, les Katangais, on est frustrés, les gens de l'Ituri. Ça a toujours été une question de séparatisme ethnique. Et quand le gouvernement essaie d'apporter plus d'éclaircissements à ces sujets, pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas? Oui, mais ça se fait mal, en fait. Ça se fait mal, parce qu'on a cru, et c'est ça l'erreur de Sun City, on a cru qu'on peut résoudre le problème du séparatisme ethnique par la géopolitique, hein, cette stratégie politique, je ne sais pas qui l'a pensé, de la représentation nationale. Ça veut dire que, voilà, la scène politique doit être repartie en termes des espaces linguistiques. Mais on est à 450 ethnies. Si tout le monde doit se retrouver à gérer, à profiter du butin politique, d'abord, le pays ne sera pas construit, et deuxièmement, tout le monde ne sera pas là. Donc ça créera toujours des frustrations. C'est comme ça que je vous parlais de la nation tout à l'heure. Parce que la seule solution pour effondrer, faire fondre les différences ethniques, permettre à ce que la discrimination ethnique ou les différences ethniques meurent, c'est de construire une nation. Parce que la nation va effectivement construire la congolité, ça veut dire cette identité congolaise, et on va devoir fondre toutes nos différences, toutes nos identités ethniques à cette identité nationale. Et c'est ça la solution pour faire taire les frustrations. Parce qu'au niveau extérieur, on profite énormément de nos différences. Nos différences. Tire les ficelles. Oui, parce qu'aujourd'hui, les discours, par exemple, de Kagame, c'est quoi? C'est que jusqu'aujourd'hui, les rwandophones sont discriminés, les camps de réfugiés et compagnie. Et nous, quel est le discours contraire qu'on a construit pour démontrer justement que ce que Kagame dit est faux? On n'a pas de discours contraire. Pourquoi? Parce que le discours contraire, c'est tout simplement la nation. Si on n'arrive pas à inventer une nation, on n'arrive pas à mettre en place la nation congolaise. Mais qu'est-ce qui fait que depuis toutes ces générations, le RDC n'arrive toujours pas à construire la nation, sa propre nation? Oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est les mauvais diagnostics qu'on n'arrête pas de poser. Mais quand c'est répétitif, ça craint en fait. Oui, ça craint. Il y a pas de, on voit pas la lumière venir. Ça craint justement. Parce qu'il faut regarder comment est-ce que les générations rentrent en politique. Généralement, on rentre en politique dans des moments de crise. Ça veut dire que ceux qui nous gèrent aujourd'hui sont rentrés en politique dans les années 90, qui en fait, pour moi, sont des années de crise. Tous ceux qui gèrent aujourd'hui ont commencé la politique, soit avec la Conférence nationale souveraine, soit avec Sun City. Donc c'est en fait des politiciens de crise. Ils sont arrivés pour résoudre une crise. Ils ont proposé des mauvaises solutions. Oui, ils ont proposé des mauvaises solutions. Et les 30 dernières années, on les a passées à résoudre des crises. On a une constitution en 2005, 2006 on a des élections, ça marche pas très bien, en 2011 pareil. On a résolu des crises. Donc il faut parler de la cohésion nationale, il faudrait commencer d'abord par changer la classe politique, totalement. De toute façon, la classe politique est en train de changer. Si vous regardez très bien, moi, quand l'UDPS est arrivé au pouvoir, je l'ai dit, je pense que nous sommes à la fin de la génération 90. Et l'UDPS en est la clôture symbolique. C'est quoi l'indicateur en fait? Justement l'UDPS. Parce que c'est l'UDPS qui nous fait rentrer dans cette ère démocratique. Je ne dis pas que c'est la mère de la démocratie, mais je dis que c'est la lutte des années 80 de l'UDPS qui permet justement que... La lutte des années 80 de l'UDPS. Oui, parce que l'UDPS est né en 82. Donc la lutte contre les impairs de l'UDPS est un pont qui permet justement les résolutions de la conférence des Bâles avec Mitterrand, donc la démocratisation de l'Afrique. Et l'UDPS fait 37 ans au pouvoir sans jamais prendre le pouvoir. Et c'est la seule classe politique qui restait pour gérer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire tout le monde qui a commencé la politique dans les années 90 avait déjà géré, il restait que l'UDPS. Et quand l'UDPS arrive au pouvoir, il ferme la porte. C'est la dernière classe de cette génération qui restait. Et moi je pense que d'ici... Ferme la porte, ça veut dire que... Ça veut dire que c'est la fin de cette génération-là. Donc on est... Donc l'UDPS est en train de finir avec les générations... Bien sûr, moi je pense qu'on est au cœur d'un renouvellement politique. Après l'UDPS? Oui, après l'UDPS, ça sera une autre génération politique. Et vous êtes en train de la voir venir. Quand vous regardez un peu les élections qu'on a eues ici, il y a eu beaucoup de nouveaux visages. Ils n'ont peut-être pas gagné aujourd'hui,
mais ça sera eux les figures phares de demain. Donc on est en transition générationnelle. Mais le malheur, c'est que cette transition-là ne se fait pas d'une bonne façon. Ça ne se fait déjà pas d'une bonne façon. À changer cette classe. Je suis totalement d'accord avec vous, Madame Tania, ça ne se fait déjà pas d'une bonne façon. Parce que je ne sais pas, mais il y a comme une intelligence pour que nos transitions générationnelles en politique se passent forcément dans une crise. Parce que la génération qui arrive trouve déjà une crise. La crise de l'AFC, qui va probablement, moi je pense, nous conduire à un dialogue. Je pense que nous allons vers un dialogue intercongolais. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous avez l'incapacité de la puissance militaire, quand vous avez l'AFC qui a le soutien des voisins, qui avance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez négocier. Parce que vous ne voulez pas qu'on balkanise, parce que vous ne voulez pas que les gens continuent à mourir, parce que vous ne voulez pas que la situation économique continue à se dégrader, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez négocier. Et quand on va négocier, ça va permettre probablement le changement de la Constitution, probablement l'insertion de la nouvelle classe politique. Alors tout ça constitue un recul carrément pour évidemment, le pays, pas d'avancée. On est en train de reprendre les Sun City justement. Ça veut dire qu'on va arriver peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans avec une nouvelle génération politique qui aura encore une constitution des belligérants, parce que quand vous regardez la crise, les indicateurs sont pareils. En 1998, on avait un problème de crise économique. Aujourd'hui, on a un problème de crise économique, et justement, c'est l'inflation. Notre monnaie qui se déprécie. On avait un problème de l'armée, la construction, la déconstruction de l'armée. Aujourd'hui, on a le même problème. Et selon certaines indiscrétions, c'est l'UDPS qui serait à la base de tout ça. Bien que c'est la dernière génération à gérer et tout ça là, c'est aussi l'UDPS qui serait à la base de toutes ces conditions. L'UDPS en tant qu'une partie de la génération, je suis d'accord. Mais je pense que l'erreur, c'est l'erreur de la classe politique de l'ensemble. Parce que quand on dit l'UDPS, aujourd'hui, ceux qui gèrent avec l'UDPS sont ceux qui ont toujours géré. Il ne faut pas voir les choses à l'échelle de l'UDPS. Il faut voir les choses à l'échelle de la classe politique, de la génération politique. Elle a échoué, tout simplement. La génération de la Conférence nationale souveraine a échoué. La génération de Sun City a échoué. C'est ce qu'il faut dire. Mais il faut maintenant tirer l'attention de la nouvelle génération, parce qu'elle rentre dans les mêmes conditions que la génération de l'époque. Et il faut l'appeler elle, à ne pas faire les mêmes erreurs. Parce que, comme je le disais, quand vous regardez la crise aujourd'hui, il y a beaucoup de similitudes. En 1998, on a appelé ça même la crise mondiale africaine. On avait quasiment plus de 5 armées étrangères sur notre sol. Aujourd'hui, c'est le cas. On a la SADC. Il y a combien de pays de la SADC? On a eu l'EAC. Après le départ, justement, de voilà, on a eu l'EAC. Il y a combien de pays? Aujourd'hui, l'Ouganda est là, en Ituri. L'armée rwandaise est là, comme le gouvernement le dit. L'armée burundaise est là pour suivre ces rebelles à lui qui opèrent en République démocratique du Congo. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être l'armée angolaise. On se retrouve aujourd'hui dans les mêmes conditions qu'en 1998. On a une crise intra-étatique. On a une crise, on a des rébellions, on a une crise économique, et on est en train de nous pousser vers les mêmes solutions, d'aller négocier. Et la négociation, on sait comment ça se passe. C'est des façades entre les belligérants, mais on sait que c'est pour revoir les accords, revoir les textes, pour que ça profite. Mais si les Congolais ne sont pas d'accord à cette négociation, quelle autre stratégie mettre en place? Quelle autre solution aborder? Moi, je voudrais bien que les Congolais ne soient pas d'accord. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Peut-être parce qu'on est faible. Et ça, c'est justement la mission de la nouvelle génération qui arrive. Il est important que la jeunesse s'organise en politique maintenant. Il est important que la jeunesse qui n'a pas encore géré comprenne que la génération de 1990 a complètement échoué. Il est important que la jeunesse qui arrive comprenne que leur politique n'est pas à sa faveur et qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup faire de la géopolitique, comprendre que parce que les jeunes, on va prendre le pouvoir d'ici là. Qu'on ne se leurre pas, on va prendre le pouvoir d'ici. C'est une émission qui est enregistrée. Hein, nous. Oui, vous allez revenir sur cette émission après des années. Vous me donnerez raison. Alors, mais que dites-vous de ces systèmes qui est installé dans notre classe politique, de ce modèle de gestion qui justement fait en sorte que le politique puisse travailler
pratiquement qu'on puisse se comporter de la même façon. On a vu comment les Mobutu se sont comportés lorsqu'ils géraient. Pareil avec la Kabylie, pareil avec Tshisekedi. D'ailleurs, on constate même qu'il y a des jeunes comme ça qui n'arrivent pas à assurer justement, qui n'arrivent pas à bien gérer. On a eu à la tête du gouvernement un jeune, le Premier ministre Samalou Koné, qu'on croyait qu'il pourrait peut-être faire quelque chose de bon. Il s'est presque comporté comme les autres. Mais que dites-vous de ces systèmes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour démanteler ces systèmes ou les modèles de gestion? Je vais vous donner une analogie pour qu'on comprenne. Vous allez à l'hôpital, vous avez un problème, vous avez par exemple un problème de malaria. Ok? Le premier médecin qui vient, il vous soigne pour la typhoïde. Votre corps va se comporter de la même façon. Le deuxième qui vient, il vous soigne pour une autre maladie que la malaria. Votre corps va se comporter de la même façon. Très bien. C'est ça l'image de la gestion au Congo. C'est-à-dire, je reviens à ce que je disais, les diagnostics du départ a été mal posés et peu importe les acteurs que vous changez, ça ne change rien. Mais alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous avez dit, la jeunesse aura le pouvoir. Oui. Comment s'y prendre? Que faire? Il faut que la jeunesse pose les bons diagnostics. Et quelle jeunesse? La jeunesse qui arrive. La jeunesse qui arrive. Laquelle? Parce que le renouvellement... La jeunesse congolaise. Oui, les renouvellements... Qui se livre justement à des choses non. Qui n'honorent pas la République. Je ne suis pas d'accord avec... La majeure partie. Je ne suis pas d'accord avec cette image, parce que c'est de la caricature. Cette jeunesse, c'est moi, vous. Par exemple, j'en vois beaucoup. Hein. Il y a un ami à moi qui aimerait bien que je le cite, M. Daterel Lonokomba. C'est un jeune. Que je salue également. Qu'on salue également. Je vois quelqu'un comme Jonathan Bilari, c'est un jeune. Je vois, il y a un autre jeune qui est de Lubumbashi, c'est lui qui avait donné $9 900 au président de la République. J'ai oublié son nom, qui m'excuse. C'est un jeune. C'était une blague en tout cas, il faudrait le dire. Hein. Bon, je ne suis pas dans ça. C'est un jeune. Je vois Patrick Mouyaya, c'est un jeune. Je vois Peter Tchani, c'est un jeune. Il y en a beaucoup de jeunes. Qui sont, je vous vois vous, monsieur Nathan, je vois madame Tania. Moi-même, je suis un jeune. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir la masse. Parce que la chose politique, ce n'est pas une question de masse. C'est une question d'élites inspirées. Et vous, vous êtes des élites. Nous sommes des élites inspirées. Nous nous distinguons quand même. Et c'est à nous de montrer le chemin. C'est à nous de faire correctement les choses. Et c'est à cette jeunesse-là que je m'adresse. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir une forme de communion, d'association. Ah, j'avais oublié par exemple les directeurs généraux de cette chaîne. Lui, François. C'est le recteur. C'est des jeunes. À un moment donné, il faut une forme d'union de force de la jeunesse. Pas autour des ambitions politiques d'abord. Des intérêts personnels. Pas autour des intérêts personnels d'abord. Autour d'abord d'un diagnostic. Le bon. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va falloir pour que nous laissons d'ici 30 ans un Congo meilleur? Vous savez, quand Fayoulou entrait en politique, il ne posait pas la question des 30 ans après. Il ne savait pas que 30 ans après, il sera un acteur majeur. Il y entrait comme un petit 2. C'est ça le problème. Il y entrait comme un petit 2. Mais aujourd'hui, il est un acteur suffisamment majeur, excusez-moi de le dire, sans solution concrète. Sans bon diagnostic. Il a peut-être des solutions politiques, mais qui sont des mauvaises solutions selon moi. Il faut qu'une jeunesse s'assoie autour de la réflexion sur les diagnostics. Quel est le problème congolais depuis 1960? On peut aller consulter les archives, il y a des gens qui ont écrit dessus, on se sert de ça. Et moi, ma proposition, c'est que il faut que nous comprenions que nous avons raté le combat nécessaire après l'indépendance, qui était le combat de la nation, parce que la nation devrait permettre à ce que nous créions une identité nationale, ensuite une civilisation, et nous avons raté le combat que Mobutu a essayé de rattraper tout petit peu dans les années 70 et 80 de l'État puissant. Vous avez vu quand nous étions ne serait-ce que puissants, comment est-ce qu'on était, comment est-ce qu'on était respecté. Imaginez maintenant si nous le faisons à longueur de 30, 40, 50 années qui viennent, on peut devenir une puissance. Ça c'est vrai, la jeunesse deviendra une puissance si seulement elle fait ce diagnostic, mais le bon diagnostic justement. Mais monsieur Elie, face aux politiques qui sont, je dirais, gourmands, pourquoi je l'ai dit? Parce que je prends simplement les cas de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, nos dirigeants. Ils sont pour les uns présidium de l'Union sacrée, ils étaient au premier mandat ministres pour la majeure partie,
Et ils veulent encore devenir ministres, pourtant dans leur parti politique, il y a de jeunes. Face à de tels comportements, quelle attitude que la jeunesse doit-elle prendre? C'est très naïf de penser qu'en politique, on vous laissera de la place. C'est très naïf. Ceux qui font de la politique comprennent évidemment ce que je dis. N'attendez pas que la génération qui passe vous laisse la main. Ça ne se fait pas. Dire que c'est à vous de vous imposer. C'est à la jeunesse de venir dire ok, ça on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas, on veut ça. Vous imposez, on vous écarte, pendant que d'autres jeunes se disent parce qu'il y a intérêt. On lui propose par exemple un poste, il accepte. Je comprends pas ce langage. Et il refuse de s'opposer. Je comprends pas ce langage-là. Dans un pays où 70% de la population est jeune, qui écarte qui? C'est peut-être pas la jeunesse qui s'écarte toute seule. Parce que je comprends pas comment est-ce que bon, les votes, ce n'est pas une question de génération, mais je comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un jeune ne peut pas être voté par un jeune et puis après on dit on nous écarte. Ceux qui sont votés aujourd'hui, si en majorité ils sont des vieux, c'est les jeunes qui leur ont donné ces pouvoirs-là. Vous êtes sûr? Bah oui, parce que l'électorat a été composé de qui? 80% de l'électorat est jeune. Pourquoi est-ce que cet électorat jeune-là n'a pas voté pour les jeunes? Qui écarte qui? Mais est-ce que c'est aussi un problème peut-être de moyens? Ceux jeunes n'ont pas de moyens. Si on n'essaie pas, comme vous avez donné l'exemple des élections. Si on n'essaie pas être solidaire dans les maigres moyens, donc on ne le sera pas. Un problème de conscience, est-ce que c'est une jeunesse consciente? Ce n'est pas un problème de conscience, c'est un problème de l'élite de la jeunesse. Il n'y a pas un discours de la part de la jeunesse élite. Il n'y a pas de discours. Quel a été cet acteur politique jeune avec un discours rassembleur? Tous, ils se sont positionnés derrière les vieux. On vous dira que la politique, c'est l'intérêt. Bah voilà, tous, ils ont battu campagne pour les vieux. Alors, ne pleurnichez pas qu'on vous écarte. Nous nous écartons nous-mêmes. Aujourd'hui, moi, j'appelle à un congrès de la jeunesse, à une forme de convention de la jeunesse, avec des idées novatrices, avec un mot d'ordre. Nous avons nos amis qui sont jeunes. Ça veut dire que si on a un discours aujourd'hui qu'on peut rentabiliser, que le peuple peut attendre, ce peuple est essentiellement jeune. Il faut écouter comment est-ce que les autres parlent de nous. Quand vous écoutez les débats, par exemple, moi je suis beaucoup les médias français, quand vous écoutez les débats français autour de l'immigration, ils ont peur de l'Afrique au nom de sa jeunesse. Cette Afrique-là est entièrement représentée par des pays très peuplés comme la République démocratique du Congo, le Nigeria et les autres. Nous sommes très jeunes. Donc c'est à nous de nous constituer en une élite pour vendre de la lumière à cette autre jeunesse qui reste. Et moi, je pense que les autres sont prêts à voter pour nous. Nous avons raté les caps de ces élections parce qu'on manquait de l'expérience, parce qu'on a manqué un peu d'intelligence, on a manqué de l'unité, tout simplement. Et moi, j'insiste, il faut poser un bon diagnostic. Parce qu'en 60 et quelques années d'histoire, on a compris que le pouvoir pour le pouvoir ne sert quasiment à rien. Monsieur Nathan, je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, je réfléchis beaucoup à la question d'avoir des enfants. Parce que je commence à me dire, mon enfant va étudier où? Mon enfant va vivre où? Votre enfant va étudier dans la gratuité de l'enseignement. Dans quelle école? Il va fréquenter quel type de Congolais? C'est ça, la chose à laquelle on doit penser. On ne doit pas penser, monsieur Nathan, ministre de tel demain, ministre de tel, ça va passer. On peut vous donner autant de millions de dollars aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez en faire qui n'a jamais été fait? Les maisons, vous allez les construire. Mais vous pouvez aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, même les fils du riche milliardaire congolais, il est épargné de toutes les bavures de la société congolaise? Il n'est pas épargné. Parce que qu'il soit riche plus que tous les Congolais, il est obligé d'aller à l'école où il fréquente les Congolais qui sont détruits. Très bien. Donc la question, il faut la poser en termes de long terme. Il faut voir le long terme. Et le long terme nécessite à ce qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. C'est ça le devoir de la jeunesse. Merci. Il ne faut pas qu'on rate notre mission comme les autres générations ont raté la mission. Et nous en sommes là avec des propositions politiques à demi-résolution qui font qu'aujourd'hui on résout cette crise. Ça va engendrer une autre crise demain. Et demain ça va engendrer une autre crise. Et c'est malheureux.
Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Elie Mondonga. Je rappelle qu'il est journaliste responsable de la chaîne Éco Télévision. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de Semel 13 Télévision, je rappelle, vous faites bien. Vous êtes en train de suivre votre magazine Semel chez vous. Nous sommes en train de réfléchir autour de questions d'actualité, les sujets qui défraient la chronique ou qui ont défrayé la chronique tout au long de la semaine. Pour ce faire, nous allons passer à notre seconde thématique. Vous le savez, elle a été nommée depuis le 1er avril chef du gouvernement. Il s'agit bien sûr de Madame Judith Toulouka. C'est une femme à la tête du gouvernement congolais pour cette fois. Une première, d'autres s'en félicitent. Les femmes disent qu'elles ont réussi les combats, mais on tient à rappeler que c'est pas la femme qui va gérer, c'est le sexe, c'est un être humain, une personne. Et donc, quel défi pour le gouvernement de Toulouka, quel défi pour cette dernière, comment va-t-elle justement conduire tout un gouvernement qui essayant de trouver des solutions et de trouver des solutions à tout le problème, de répondre aux desiderata de tout le Congolais à tout le niveau, dans tout le secteur, sur tout le domaine. Et monsieur Elie, je reviens vers vous pour vous poser cette grande question qui va ouvrir justement notre deuxième série d'échanges. Quel défi pour madame la première ministre du Congo, Judith Toulouka? Merci madame, vous avez d'ailleurs bien fait de dire que les questions de gestion, c'est pas des questions de genre. Il faut arrêter cette propagande féministe à déballe pour dire ça sera différent parce que c'est une femme. Pas du tout. La gestion répond aux normes qui sont, voilà, j'ai envie de dire, qui ne répondent pas aux questions de genre. Donc c'est une première ministre ou un premier ministre, je ne sais pas, qui a un canevas et qui répond à un certain nombre de règlements. C'est sa compétence qui compte. Et je ne pense pas que la compétence répond aux questions de genre. Donc on va arrêter avec... La compétence n'a pas de sexe. Non, pas du tout. On va arrêter avec cette propagande-là de récupération féministe, surtout à l'ère où le féminisme, au bout d'un siècle à peine, a montré que c'était un extrémisme et que ça ne servait à rien. Deuxièmement, les défis du gouvernement actuel, vous m'excuserez, c'est pessimisme. Je ne vois pas ce qu'ils vont faire. Je vois pas ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent au pire moment de l'histoire. Ça veut dire que Madame Judith devra gérer le conflit à l'Est avec notre incapacité militaire, parce que vous vous rappelez que le ministre Moïse Dozang a dit que le Rwanda, qui soutient les M23, avait permis à ces groupes rebelles de détruire l'arsenal militaire qu'on vient de s'acquérir. Donc on a une armée avec une incapacité offensive. Je ne vois pas ce que cette dame-là va venir faire. Je ne vois pas trop ce qu'il va venir faire face à un problème inflationniste qui dure maintenant, je ne sais pas moi, plus de 3 ans. Mais elle peut apporter sa touche de compétence. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire exactement? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Faire de la RDC une nation. Elle pourra pas. Elle est rentrée dans une gestion avec des indicateurs qui la dépassent. Elle pourra peut-être nous permettre de payer la dette. Qui la dépasse? Bah oui. Non, mais elle a été ministre de plan. Vous savez l'importance de ces ministères pour un pays. Vous avez suivi son interview sur Top Congo. Elle a eu du mal voilà, à nous dire exactement ce que la République fait avec tel ou tel décaissement. Déjà ministre de plan. Et premier ministre, je suis sûr que ça va être pire. Elle va peut-être permettre à la RDC de payer la dette. C'est peut-être pour ça qu'elle est là. Payer la dette extérieure, peut-être bien. Parce que vous rappelez-vous qu'elle vient quand même des institutions de Bretton Woods. Donc si on fait un peu... Donc le Congolais ne devrait rien attendre de cette gestion. Moi je pense pas. Au stade où... Mais on parle de 4 ans à venir du moment où les présidents n'ont pas encore parlé de... Au stade où nous en sommes, il faut une vraie révolution, madame. Il faut une vraie révolution. Je n'appelle pas la révolution armée. Il faut une vraie révolution. Il faut quelque chose de nouveau. Comme je disais, je reviens encore à ces discours de diagnostic. Il faut refuser des demi-solutions. Le gouvernement, tout ça, ce qui va se faire, c'est des demi-solutions. Parce qu'en 4 ans, elle ne sera pas capable de rabaisser la monnaie, de donner de la valeur à la monnaie. À 4 ans, il n'y a aucune solution. Vous le dites, mais le président de la République, il n'y a aucune solution économique. Le président de la République, lui, pense qu'en 5 ans, ses mandats, justement, il fera beaucoup de choses. Il a déjà récemment, d'ailleurs, promis 6 millions d'emplois. En 5 ans, il le fera. Vous dites qu'ils ne seront pas, mais tu sais qu'il sait qu'il fera quelque chose. 6 millions d'emplois avec quelle entreprise? Vous connaissez combien de Congolais qui sont chefs d'entreprise, qui vont engager des Congolais?
6 millions d'emplois, vous comptez sur les Libanais, les Indo-Pakistanais? Non, mais le président encourage, voulais-je dire, l'entrepreneuriat, au fait. Quel entrepreneuriat? De jeunes, des entrepreneuriats congolais. Vous n'avez pas des banques. Vous n'avez pas des banques d'investissement, ni des banques commerciales locales. C'est vous qui voulez entreprendre. Avec quel argent? Vous allez prendre cet argent. C'est les Libanais qui vont vous financer. Un Libanais n'est pas appelé son frère en Liban pour venir investir ici. Il va vous financer vous, Madame Tania? Il faut arrêter. Ça va pas se faire. C'est pas parce que un ou deux Congolais ont créé une ou deux entreprises, à peine qui peut engager 10 ou 20 Congolais, qu'on va parler de l'entrepreneuriat. Arrêtez. Qu'on parle de l'entrepreneuriat des États-Unis des années 30 avec tous les riches milliardaires et on parle de l'entrepreneuriat au Congo. Non. L'entrepreneuriat... C'est un premier pas. Non, je suis d'accord que l'entrepreneuriat peut créer le développement, mais pas l'entrepreneuriat comme on a tendance à le voir sur les réseaux sociaux, CEO, non. C'est l'entrepreneuriat comme le fait le Nigeria, c'est l'entrepreneuriat comme le fait le Ghana, c'est l'entrepreneuriat comme le fait, excusez-moi de le dire, mais comme le fait le Rwanda. C'est ce type d'entrepreneuriat-là où l'État crée des banques d'investissement, où l'État crée des privés bien forts, où l'État crée des conditions, des climats des affaires, comme les Arabes le font aujourd'hui, où l'État fait en sorte que quand quelqu'un vient investir, qu'il ait des parts, ou qu'il y ait des Congolais qui ont des parts dans ces entreprises-là. C'est ce genre d'entrepreneuriat-là qui peut nous permettre d'évoluer. Quand déjà un pays, vous n'avez aucune banque appartenant à un national ou à des nationaux, c'est problématique pour parler de l'entrepreneuriat. Donc espérer qu'un gouvernement en 4 ans, va venir nous donner la valeur à notre monnaie, va venir finir la guerre, va venir tâcher notre soif, va venir finir notre faim, c'est être naïf. Ça ne va pas se faire. Et en quel moment en plus? Au moment des crises, où d'un côté on veut changer la constitution, ou de l'autre côté on veut des gouvernements d'union nationale. Est-ce que cette dame-là va faire 2 ans? Moi j'en doute fort. J'en doute fort. Est-ce qu'elle va faire 2 ans? Parce qu'il faudrait quand même faire confiance. Non, le problème, c'est au regard également de son CV. C'est vrai, vous avez dit que c'est pas le sexe qui va gérer la République. On n'en a pas surtout besoin. Les débats sur le genre, mais justement, c'est au regard de sa compétence, le CV de cette dame qui. Le problème, c'est pas trop sa compétence, parce qu'après, je sais pas quelle compétence faut-il avoir pour être Premier ministre. Je ne sais pas exactement. Les gens peuvent m'aider. Hein. Quelle compétence faut-il avoir pour être Premier ministre? Le problème, c'est pas sa compétence. Il faut peut-être être technocrate, tout ça. Oui, mais il faut avoir une connaissance aguerrie sur la gestion du pays. Elle a été conseillère au ministère de Finances, certainement à l'époque de Budget, à l'époque de Kabila. Elle a été conseillère du chef de l'État, et enfin ministre de Plan et président de la République, c'est-à-dire Premier ministre, voulais-je dire, désolé. Peut-être président aussi, un président comme Tania. Peut-être une prophétie. Alors, certainement, elle a une connaissance aguerrie sur la gestion de l'État. Vous savez, on a eu dans ce pays très rarement de Premier ministre piètre. Pourquoi? D'abord parce que le poste est très technique. Vous allez vous rendre compte que sur le 29 Premiers ministres qu'on a eu, il y a peut-être 2 ou 3 qui n'ont pas eu le CV compétent. Mais tout le reste, c'était vraiment de Mounza Karalibon, c'est un technocrate, c'est un chevronné diplomate. Vous prenez Kengo Adondo, il n'y a rien à redire. Vous prenez Etienne Tshisekedi, vous prenez tous, ils ont été technocrates. Mais pourquoi rien ne marche? Le problème, c'est pas autant les compétences. Le problème, c'est les systèmes politiques. Il y a beaucoup trop de poids politique dans notre gestion. Je vois, quand vous regardez les indicateurs politiques, si demain, le gouvernement décide qu'on va négocier avec Nanga, cette dame-là sera éjectée. C'est une situation qui peut arriver. Des négociations, Félix Tshisekedi avait dit, il va négocier avec personne. Bah, on négocie pas, on fait comment? Ils seront exécutés. Comment? Les traîtres de la République. Vous rappelez que Nanga a fait un discours sur le territoire national. Il se balade dans les marchés sur le territoire national. Pourquoi on l'arrête pas? Pourquoi on l'arrête pas? Les gens quittent Kinshasa ici pour le rejoindre. Sous le nez et les barbes des services intelligents. Pourquoi on ne les arrête pas? On ne sait même pas qui est rebelle, qui ne l'est pas. On ne sait pas. Il faut arrêter à un moment donné. Ça veut dire qu'il faut être franc avec nous-mêmes. Moi, je ne pense pas que cette dame-là aura le temps de nous faire voir combien elle est compétente, qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc, je n'ai pas envie, pour des besoins peut-être médiatiques, de dire aux gens, oui, défi, ça, on espère. Non, on ne va pas espérer. Les défis aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre les mondes tel qu'il est en train d'évoluer. Nous sommes dans une transition
de géopolitique et nous devons réfléchir pour nous faire une place de choix. Tant qu'on n'a pas une place de choix dans cette table des concerts des nations, nous sommes des bobos de l'histoire. Nous serons des victimes. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Nanga sera renforcé, probablement par beaucoup de politiques au Congo. Attendons voir, peut-être beaucoup vont le rejoindre, ça va légitimer le mouvement, le gouvernement va réfléchir, on va aller à un dialogue intercongolais 2, on aura la possibilité que l'Occident renégocie tous les contrats miniers qu'on est en train de donner aux Chinois et aux Arabes aujourd'hui, on va renégocier notre arsenal juridique, on va avoir une autre constitution, ce qui d'ailleurs convient à l'UDPS, hein, qui veut bien changer de constitution. On va changer des constitutions. Ne pas rencontrer Nanga. Comment? Pas du tout rencontrer Nanga. Oui, le gouvernement n'est pas prêt à réfléchir. Je ne dis pas que l'UDPS a dit ça, ni le gouvernement. Moi, je vous donne des scénarios. Donc, ça va arriver ça. Tout le monde on va aller en négociation. Tout le monde va essayer de trouver son intérêt. On va trouver un juste milieu. Et on va nous pondre encore une solution politique de quoi nous retarder. De quoi permettre à ce que ceux qui nous contrôlent depuis le début bénéficient. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'enjeu, c'est le contrôle de l'or et des lithium. Et les autres ont compris que nous allons vers la fin du pétrodollar. Il va falloir que les réserves en termes d'or soient raffluées. C'est pour ça que la Russie est en Afrique. C'est pour ça que la Chine est en Afrique. C'est pour ça que les Américains sont en Afrique. Et vous pensez vraiment qu'ils vont laisser les Congolais, avec votre gestion piètre, jouer avec tous ces gisements d'or et de lithium? Donc vous pensez que peu importe le Premier ministre qui sera nommé, le pays fera toujours face à ces difficultés? Bah évidemment. Parce que comme je vous ai dit, l'enjeu, n'est pas un enjeu local d'abord, c'est un enjeu international. Et nous sommes un pays sans production, nous sommes un pays qui vit de la devise. Donc ceux qui contrôlent cette devise-là sont nos maîtres. On ne va pas se cacher. Très bien. Alors, en tout cas, je ne sais pas ce qui me rappelle Lingala. Oui, très bien. Allez, dernière question, on a posé dans Lingala. C'est vrai qu'il faudrait que les jeunes basent dans la conscience, en tout cas, réfléchir au lengue mboka, il faut étambola, la lengue mususu, parce que oyo gérer mboka, échouer, il faudrait que le bayango bongo. Mais face à ma problème aux Zoloba, au Lobitala, Russie, Azoyana, Africa, pour n'a intérêt na telle puissance, Azoya awa pour n'a intérêt parce que que Congo ils allaient mboka riche. C'est que jeune oh la kokota justement tous exemple après Félix Tshisekedi jeunes à kokota après Tshisekedi akosala nini face à ba problème wana oye akuti ezalaka bongo akosala nini na okene musika te ndeko qu'on attend parce que par exemple ils en Afrique naza peut-être d'accord té na yango on a débat mususu mais moni par exemple makambo salemi na Burkina Faso na Mali na Sénégal na Niger eza ba exemple. Et ça, par exemple, mais il faudrait qu'on rappelle que Mboka wana ils allaient n'enquitter le la République démocratique du Congo. Makasi ko la République démocratique du Congo. Et l'équipe sauté. Mais Mali les ils ont la réserve à or et belé. Niger ils ont la réserve à uranium et belé. Burkina Faso pareil. Ça veut dire ils allaient ba nation très stratégique na Sahel. Ba comprendre. Ça veut dire il faut travailler moko et salema, il y a qu'à comprendre géopolitique. Mais aspect de choses, il faudrait que Bisso, République démocratique du Congo, a 9 voisins. Pour la majeure partie de mes voisins, on a joué à Kanabango, j'ai à ma paille. Oui, parce que Bisso, tous faible. Bisso, tous faible. Parce qu'on a un système, on a des jeunes, on a il faut que travail à comprendre géopolitique et salama. Et ça, salama en Afrique. Tout le quoi qui est mis seba Nathalie Yamb bazou ça la travail wana Alain Foucault bazou ça la travail wana il y a qu'à faire comprendre aux générations que mokili ezo tambola boye si ko ba jeune oyo ba koya na pouvoir lobby il faut comprendre comment est-ce que on va négocier to qu'on soit partenaire nini pour na nini place na biso eza wapi enjeu eza nini tout ça il faut to longwa na n'habite na benga nini na illusion ya kokanisa que kosili sanzala eza projet politique eza projet politique te eza nécessité ya gouvernement ça veut dire eza quotidien ya gouvernement tangelanga mboka moko même le plus évolué on a trouvé clé à kosili sanzala na mboka oui mais tangelanga mboka moko même le plus évolué où les économies sont stables batika projet ya kosili sanzala. Depuis que les États-Unis existent, si chaque gouvernement est c'est pour améliorer les conditions de vie sociale. Bon, et vous avez un projet politique,
projet politique yango wana mais biso no tolongi nzala te il faut quand même ezala projet politique nana bakongomani bana posa kolia nana longa nzala soko opesi bango mboka nini longa nzala attendez yebisanga mboka nini c'est-à-dire que longa nzala je l'ai dit justement na niveau où to banda ko réfléchir lisusu te sur eloko to kolia la pourquoi par exemple leti OK musala obandi ko beta mutu surtout soki na nozu moi eloko te totali r 15 heures de gbti okomi ko réfléchir mais mboka mususu Maxime makano wana ezala kate oyebi ko mimi na tongo ya kolia ezali Maxime Moko Lobaka l'homme se mesure à l'obstacle ba chinois oyo ya époque ya révolution culturelle oyo babandaki kolia ba grenouille kasi bango nde batongi china lelo te bazalaki na opulence te bazalaki na nzala tanga histoire à Chine c'est dramatique niveau ya nzala batu ba viva niveau ya nzala biso to wana ngota c'est to vivre ngota mais batu wana ya nzala bango nde basali révolution culturelle batu wana ya nzala bango nde basali révolution économique 50 ans après ba komi puissance économique bango on est tout tika ba excuse ndeko Nathan ça veut dire que soko kembi soko comme na likemba ndo oyeba ndi baluka mbon c'est comme ça que ça se passe balobara les temps forts produisent des hommes faibles les temps faibles produisent des hommes forts ça veut dire que soki tozo koka ko se dépasser te na ngato na passe tant tozo na aisance to se dépasser tant c'est que ba omone la biso makasi tout tika ba excuse wana tout eza ba excuse c'est comme ça nga na lobby boy to s'inspirer na makambo oyo zo salama na Afrique ça veut dire que aujourd'hui mokili ezo changer toza na possibilité ya ko rabattre ba carte na biso na ndenge mususu to bima jeunesse ezoya to bima na débat ya batu to bima na débat ya ba intérêt to bima na débat yende yote yekuna to longwa na wengetisation to tika na mentalité ya wenge. Je comprends que tous influencés par les mentalités de 1990. Mais biso tous génération wana te. Toti kanan makambu wana. Totala makambu Ibrahim azo sala. Totala makambu oya Mali azo sala. Totala makambu na Sénégal ezo lekana. To s'inspirer na makambu wana. Totala géopolitique. To yeba que les États-Unis tozomona. Est-ce que ça ya Hollywood to ba donner vraiment ezo la aux États-Unis za na niveau nini? Russie za na niveau nini? Chine za na niveau nini? Turquie, Inde partenaire nini to collaborer na lelo pour to banana aussi sa question il y a insécurité na Congo to aussi sa question il y a mauvaise éducation na Congo to remonter université parce que ça c'est aussi une autre part de manche dont on ne parle pas non moi je suis de la profession si je vois pas cette profession produire de l'excellence d'ici 20-30 ans. To yebi qualité ya batunine bazo a former vous comprenez ce qu'il faut total là que biso au regard il y a histoire na biso au regard il y a destin na biso o ezali destin à grandeur to ko sala ndenge nini na kati ya mokili oyo ezala mbongwana poto luka biso tokoma puissance poto luka biso totonga eloko moko ya qualité o que mwana na ngai mwana na yo mwana na ye akovana na Congo oyo et puis azala fier ya kozala congolais po biso to se battre to tikeli mboka oyo eza vivable to longwa na dimension ya politique zéro parce que oyo zo sala ma mikolo eza vraiment dimension ya politique zéro toza na question ya guerre mais tala débat médiatique Kabila Omusubazo Tangana Cardinal à quel moment on va vraiment s'asseoir et comprendre ce qui se passe? Mais il va peser qu'un jeune peut me la guerre dans ma plateau. Imaginez. Nanga journaliste ou je suis évidemment. Nanga akeko bana rébellion na Kenya. Quelques mois après, président Kenya a eu investiture. Awa. Ministre des Affaires étrangères lobby ba koma ki na EAC. Et ce moment là bazo c'est kabiso na muki. Ça veut dire qu'on vient danser sur notre barbe. Impuissants que nous sommes, nous ne faisons rien. Biso tozanini Kabila ndé azasima ya même croix. Oyo ndé azasima. Non, il faut to longwa n'étape wana. Pour permettre en gaï que n'attirer attention à la jeunesse. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Alors, cette émission est arrivée à sa fin. Nous avons échangé sur deux thématiques, notamment la question sécurité en République démocratique du Congo et le
défi de la nouvelle chef du gouvernement, Judith Toulouka. Monsieur Eli, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci à vous de m'avoir invité. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin s'adresse à la jeunesse. Il faut... Vous pouvez le dire en français tout comme en lingala. Effectivement, je vais essayer de combiner. Mais vous comprendre que lingala langeza vraiment un boka. Donc quand j'essaie de parler lingala de Kinshasa, c'est un peu compliqué. À la jeunesse qui arrive, il y a un renouvellement en termes de leadership politique. Il faut que la jeunesse comprenne que les enjeux sont d'abord extérieurs et après internes. Il faut qu'une association de la jeunesse, un retrouvail de la jeunesse autour, il y a compréhension, il y a makamundeng et zotamboanamukile. Parce que ne vous détrompez pas. Demain, c'est la jeunesse qui sera au pouvoir. Qu'on le veuille ou pas. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont en train de vieillir, ils vont partir. N'arrivons pas là de manière naturelle et surprise. Ah, on est au pouvoir, on n'avait pas de plan. Non, c'est le moment de commencer à réfléchir. C'est le moment de commencer à se dire quel type de Congo on veut laisser à nos enfants. Unissons nos forces, unissons nos intelligences. Je vois beaucoup de jeunes avec énormément de capacités intellectuelles, des capacités de comprendre ce qui se passe. C'est en Afrique ici qu'on connaît des révolutions. En Afrique, c'est pas loin, en Afrique. Donc l'heure n'est plus à prendre des exemples de l'Antiquité ou aujourd'hui on a des exemples. Faisons une association, rencontrons-nous, commençons à réfléchir, trouvons le bon diagnostic pour le problème congolais et construisons finalement un projet politique. Je parle d'un projet politique. De ma part, c'est construire une nation congolaise et ensuite construire un État puissant. Si on ne fait pas ces deux choses-là, M. Nathan, on va revenir ici 30 ans, on aura un peu plus de barbe et moins de cheveux et on aura vieilli, mais on aura le même débat. Parce que nous tournons autour des individus, nous tournons autour de ce qui n'est pas essentiel. Et demain, moi et vous, on va devenir des autorités morales de parti qu'on condamne aujourd'hui. Et ça, c'est regresser. Ce qui arrive, il va falloir que la jeunesse également soit attentive. Très bien. Parce que nous sommes au moment de la répétition historique. Je tire une sonnette d'alarme là-dessus. On a déjà vécu cette situation en 1965 avec le coup d'État de Mobutu. On a vécu ça en 1998, 97 avec AFDEL, 98 avec RCD. Et on est en train de vouloir revivre l'histoire. Donc si nous ne comprenons pas que l'histoire de la République démocratique du Congo est un éternel recommencement, nous allons rentrer en politique, je parle de la jeunesse, avec la crise et nous serons toujours une génération de crise comme l'a été celle de 1990. Donc il est important et il est temps que nous réfléchissons autrement pour construire un nouveau Congo. Et ça, c'est mon discours. Très bien. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Eli. Mondonga, je rappelle que vous êtes journaliste et responsable de la chaîne Éco Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à Monsieur Nathan pour la coprésentation de ce magazine. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à Monsieur Nathanaël Nokuma, un ami et un frère qui nous a assisté au cours de cette émission. Merci Nathanaël pour ton assistance. Alors merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le premier numéro de votre magazine. Ça sera justement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir.